Bien, Jean-Marc Gansil, on dit Gansil ou Gansillé? C'est la question que je me suis posée. Gansille, comme le... Ah oui, il y a deux L Gansille. Donc ni Gansil, ni Gansillé, c'est Gansille. Vous êtes ce soir à la Colline aux Livres à Bergerac. Et d'ailleurs, il y a une vitrine green, verte, pour votre venue, puisque vous venez parler de votre ouvrage Ne plus se mentir. On va essayer de pas trop mentir ce soir. Et je reparlerai du sous-titre après, je vais pas le dire tout de suite. Donc Jean-Marc Gancy, on peut vous définir comme... Enfin d'ailleurs, vous allez peut-être vous définir vous-même. Moi j'ai trouvé militant décroissant, militant écolo, mais surtout cofondateur de Darwin Écosystème à Bordeaux. Donc on va en parler un tout petit peu et après on parlera, mais de toute façon tout est lié à mon avis, de votre ouvrage que je n'ai pas lu parce que je viens de le découvrir. Donc j'ai lu le 4e de couverture, mais j'ai un peu compris de quoi il s'agissait. Donc vous êtes cofondateur de Darwin Écosystème à Bordeaux, qui est un peu, on va dire, le modèle de ce qu'on appelle le tiers-lieu, pas que dans la région, mais modèle aussi à l'échelle de la nation, enfin de la nation de la France, pardon, et peut-être même européenne, l'échelle européenne. À Bergerac, ici, il y a un tiers-lieu qui s'est mis en place, qui s'appelle CELA, que la région finance, qui n'est pas du tout à l'échelle de Darwin. Je pense qu'ils se sont inspirés de Darwin. Très rapidement, vous avez quitté Darwin en 2018, été 2018, je crois. Bon, alors, peut-être rappeler ce qu'était Darwin, cet espace qui était situé sur rive droite, à l'emplacement d'une ancienne caserne, et qui avait des objectifs très précis. Vous pouvez nous les rappeler quand même ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai quitté Darwin, certes, mais je suis toujours associé de Darwin. Je suis parti en très bons termes. Il n'y avait absolument aucun équivoque là-dessus. Hein. Je suis très attaché à cette expérience, à cette initiative, à ce projet, quel qu'en soit le nom. Et la vocation de Darwin était, depuis l'origine, d'expérimenter des nouvelles formes d'urbanité, des nouvelles formes de transition écologique, des façons de mieux concilier économie et écologie. Je dis bien mieux. L'hybridation d'un certain nombre de démarches, qu'elles soient sociales, économiques, écologiques, culturelles, artistiques, sportives, de rassembler sur un même lieu des dynamiques qui, en synergie, produisent des effets un peu différents. Et nous sommes très fiers, avec mes associés, avec tous ceux qui ont contribué à réussir Darwin ensemble, à avoir stimulé un certain nombre de démarches, de projets, d'initiatives, d'alternatives à Bordeaux, où il n'existait pas ce type d'endroit. Et on a récupéré, si j'ose dire, une ancienne caserne qu'on a rénovée et qui est un écrin formidable où la liberté était totale pendant un certain temps et où on a pu justement pousser les curseurs de nos convictions le plus loin possible. Voilà. Donc aujourd'hui, Darwin, pour être un peu concret, c'est 4 hectares, ou un peu moins maintenant. C'est des dizaines d'activités différentes, soit totalement économiques et entrepreneuriales, soit totalement informelles et associatives. Elles cohabitent de toute façon. C'est 250 entreprises, c'est une cinquantaine d'associations. Il y a un lycée, je crois aussi. Un lycée alternatif, il y a une brasserie, il y a un resto, il y a un skatepark, il y a de l'agriculture urbaine, il y a des hébergements d'urgence. Enfin, c'est quelque chose qui est assez difficilement résumable en quelques mots. En tout cas, il faut retenir que c'est, je crois, un lieu étonnant et inhabituel, on en est fiers, à inspirer pas mal de monde, sans être pour autant un modèle, une référence absolue. Hein. Nous aussi, on tâtonne, et c'est bien comme ça. Alors si j'ai parlé de modèle, c'est parce que, bon, on va peut-être parler des limites de Darwin, même si vous avez dit que vous êtes parti pour les raisons qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Parmi les limites de ce que vous avez expérimenté depuis le début, je crois qu'il y avait l'idée de... J'ai cru lire que le fait de s'étendre et pas de d'essaimer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, cette extension, ce grossissement de Darwin, et vous avez, je crois, dit dans un article de Rue 89 qu'il aurait été peut-être préférable d'essaimer. Est-ce que vous avez toujours ça en tête ou est-ce que j'ai mal lu ? Oui, je pense que l'interprétation n'est pas exactement celle-là. En fait, les limites de Darwin, s'il y en a, sont celles du système dans lequel on opère tout simplement. Et quand je dis système, c'est l'organisation socio-économique, culturelle dans laquelle nous sommes baignés et qui est aujourd'hui un vrai problème pour l'émergence d'un nouveau monde. Voilà, tout simplement. Donc la transition que nous souhaitions, les ruptures qu'on espérait, elles sont confrontées systématiquement à des habitudes, un vieux monde, des accointances, des forces, des puissances, une économie qui empêche justement ces émergences-là. Et Darwin y est soumis comme beaucoup d'autres alternatives. Très concrètement, très physiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement déjà que ces terrains d'expérimentation sur lesquels nous étions de façon temporaire n'ont pas été reconduits légalement par des conventions et que
toutes les activités associatives qui étaient non marchandes, qui avaient pu s'y développer avec beaucoup de succès, en créant des emplois, en créant de l'activité, en créant beaucoup d'enthousiasme, ne peuvent pas perdurer dans les mêmes conditions. Voilà. Et il suffirait que la puissance publique décide de leur donner encore un peu plus de souffle, un peu plus de temps pour s'épanouir. Ça satisferait beaucoup de monde, mais non, elle préfère faire le choix, on va dire, de projets immobiliers, à nos yeux, discutables. Voilà. Pourquoi les mettre là, à ce moment-là, tout de suite, alors qu'on aurait pu, sur 35 hectares, trouver d'autres solutions et faire perdurer ces dynamiques de justice sociale, de transition écologique, d'entrepreneuriat responsable, qui, aux yeux de beaucoup de gens, ont de la valeur aussi, et pour le territoire notamment. Bien, on va pas revenir sur la polémique récente avec l'ancien maire de Bordeaux. Je pense que on ira voir. On va s'intéresser à votre ouvrage. D'ailleurs, vous avez là, je reprends parce que je vous ai entendu dire développement responsable, entrepreneuriat social, activisme citoyen. Alors moi, ça me paraît être des éléments de langage, voire des oxymores ou des pléonasmes. Développement irresponsable, je connais pas très bien. L'activisme citoyen, quand on est citoyen, on est actif. Et l'entrepreneuriat social, c'est un peu quelque chose qui me paraît contradictoire. Bref, je vous charrie un peu, mais ces éléments de langage qu'on retrouve, est-ce que on n'est pas dans une sorte de greenwashing? Je vais être très méchant. Est-ce qu'on n'est pas dans du greenwashing? Et je pousse ma question encore plus méchamment. Vous avez été 8 ans salarié d'Orange. Vous étiez responsable du communication développement durable, voilà. Et on accuse souvent les grandes entreprises de faire du greenwashing. Est-ce que ça, c'est pas des choses qu'on peut évoquer avec ces éléments de langage qu'on ressort systématiquement? Écoutez, c'est tout à fait le propos de mon bouquin. Donc vous tombez très bien. Il faut déconstruire effectivement ces concepts creux et ces oxymores qui n'ont aucun sens, parce que ce sont finalement des fake news, comme on les dit maintenant. Il n'y a pas d'économie verte, il n'y a pas de croissance durable. En revanche, je reviens sur activisme citoyen, je reviens sur entrepreneuriat social. Il y a des façons de mieux concilier les choses et de faire quelques progrès dans, on va dire, la convergence de certaines démarches. Voilà. Pour autant, il ne faut pas faire prendre des vessies pour des lanternes, et il y a énormément on va dire, d'espoirs qu'on nous vend qui sont des illusions. Voilà. Et en matière d'économie verte particulièrement, ou de croissance verte, l'enjeu de mon bouquin, c'est justement de démonter ces constructions qui n'ont d'intérêt que pour ceux qui les promeuvent à conserver l'ordre établi. Voilà. Et cet ordre établi, je l'ai expérimenté effectivement dans mon passé, donc je me sens légitime pour l'expliquer, le défaire, en montrer les mécanismes, parce que moi-même, au sein d'une grande entreprise, mais ça aurait pu être autre chose qu'Orange, puisque c'est partout pareil, et j'ai aussi pendant longtemps été actif au sein de l'association des directeurs du développement durable, qui s'appelle le C3D au niveau national, qui regroupe les directeurs du développement durable des grandes entreprises françaises. Donc je faisais partie de ce groupe-là, et systématiquement, on se heurtait à la limite d'un modèle qui était le modèle capitaliste, qui évidemment ne pouvait pas intégrer les enjeux écologiques tels qu'ils s'avèrent urgents aujourd'hui. Et donc on est dans cette collision, pas collusion, ça c'est justement l'inverse, mais dans cette collision entre un fantasme, celui d'avoir une économie qui s'affranchit des limites, qui ne génère pas de déchets, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, avec la réalité qui est tout autre, voire qui est une aggravation de ce qu'on craint. Alors, j'ai parlé de greenwashing, on peut traduire ça comme éco-blanchiment, un truc comme ça, ou comment on peut traduire ce greenwashing Greenwashing, on peut dire éco-blanchiment, mais je pense que ça ne parle pas beaucoup plus au grand public. Moi, je dirais usage abusif d'arguments écologiques à des fins de tromperie. D'accord. Alors, vous avez parlé du capitalisme, ça tombe très bien, puisque on a beaucoup parlé du mot anthropocène qui est un peu aujourd'hui qu'on conteste un peu. Enfin, l'idée que l'homme serait la force géologique majeure depuis soit le 19e siècle, soit depuis 1945, la force géologique majeure qui transforme la planète. Il y a aussi des théoriciens de la grande accélération. Donc depuis 1945, l'empreinte humaine dans tous les domaines est exponentielle. Et certains utilisent le mot de capitalocène, donc ça correspond un peu à ce que vous me dites. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, ce à quoi on assiste, réchauffement climatique, en fait, c'est important de dire que c'est pour être une conséquence du capitalisme, parce que d'une part, ça voudrait dire que les pays du Nord sont en premier responsables de ce qui se passe, de ne pas mettre tout le monde dans le même pot, première chose. Et donc c'est la faillite d'un système économique
Et vous, dans votre livre, enfin, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas dans la 4e de couverture, il me semble que vous faites référence à la collapsologie, cette idée de grand effondrement. Donc vous partagez, est-ce que cette collapsologie ou ce grand effondrement est lié au système capitaliste ? Alors j'introduis des nuances. Je pense que le capitalisme a été une formidable accélération de la destruction, au moins des ressources naturelles, et on va dire la dégradation des écosystèmes dont nous dépendons étroitement, il faut se le rappeler. Donc effectivement, la nuance entre capitalocène, qui serait donc les désordres liés au capitalisme, et anthropocène, qui serait plutôt les désordres liés à l'activité humaine, qui essentialiserait, je dirais, la nature humaine comme étant un facteur de perturbation en tant que tel, je l'intègre quand même un peu différemment. Je dirais que de tout temps, en tout cas, moi, j'adhère plutôt quand on parle d'histoire globale, notamment quand on lit des auteurs comme Laurent Testo, qui a écrit le bouquin Cataclysme, que je trouve absolument passionnant. C'est qu'on voit que de tout temps, même à une échelle totalement différente, les hommes ont bouleversé les écosystèmes dans lesquels ils ont eu des activités, où ils se sont développés. Voilà. Même du temps des chasseurs-cueilleurs. Contrairement aux idées qu'on peut avoir, ils ont modifié la flore en profondeur, ils ont détruit la mégafaune, ils ont bouleversé le climat à leur échelle, en déforestant massivement, en créant des grands feux de forêt et tout ça. Donc de tout temps, ce qu'on prélève dans la nature, à une échelle bien moindre. Parce que Fressoz a montré aussi que les 30 Glorieuses, à partir de la révolution industrielle, il y a une accélération massive. C'est exactement ce que je disais en introduction, il y a une accélération massive et je ne la nie pas, au contraire, j'appuie là-dessus en disant qu'effectivement c'est catastrophique. Mais il ne faut pas se dédouaner de tout ce que nous avons fait antérieurement, parce que les forêts primaires, il n'y en a presque plus. Et c'est aussi le fait des peuples antérieurs ou des civilisations antérieures qui nous ont précédés et qui n'ont pas été beaucoup plus vertueuses. Donc sans essentialiser le problème, je pense qu'il y a quand même, dans la dynamique générale, une problématique forte qui est celle de on va dire la compatibilité entre une démographie galopante ou une activité humaine foncièrement prédatrice et des ressources qui s'équilibrent difficilement avec cette expansion. Voilà. Et cette expansion s'accélère effectivement avec le capitalisme très rapace et la surconsommation dont nous sommes tous complices, rappelons-le nous quand même, à des degrés divers. Certes, le burkinabé est infiniment moins impactant que ne peut l'être l'allemand, l'états-unien ou le japonais, évidemment, mais on est quand même tous dans une espèce de quête de confort, dans une quête de sécurité, dans une espèce de mythe du confort matériel qui nous rendrait heureux, après lequel on court plus ou moins tous. Alors, comment vous expliquez que malgré toutes les sonnettes d'alarme, les signaux qu'on nous envoie à grand titre dans les quotidiens, finalement, il y a une certaine indifférence, impuissance, je ne sais pas comment le dire, malgré l'appel récent, l'affaire du siècle ou les manifestations, cette indifférence, cette incapacité, cette impuissance à penser les choses et donc à essayer de réfléchir à des situations, des solutions, enfin peut-être pas des solutions, mais réfléchir tous ensemble à une vision un peu différente de notre rapport à l'environnement. Si je le savais, je pourrais vous le décrypter, mais globalement, il y a tout un tas de choses. Moi, je ne crois pas trop aux théories qui expliquent que cognitivement, notre cerveau est fait de telle sorte qu'on ne peut pas accéder à une anticipation des risques qui arrivent à long terme et que donc on serait impuissant par rapport à ça. Bon, il y a sans doute une part de vrai là-dessus, mais c'est aussi un peu pour se dédouaner. Je pense qu'en gros, on adhère tous un peu à l'histoire qui nous arrange et qui nous bouleverse par trop nos modes de vie dans lesquels on se complaît globalement, même si on en voit tout à fait les limites. Mais il y a toujours, malgré tout, dans notre façon de procéder, une forme d'éthique compensatrice et de petits arrangements où on fait des efforts d'un côté et que de l'autre côté, on s'autorise de prendre un avion si on mange bio, d'être végétarien d'un côté, puis de l'autre côté, de prendre sa voiture à tire-larigot. Bon, voilà. Non, moi je suis quasiment vegan parce que c'est un des sujets qui me tient le plus à cœur. On y reviendra peut-être, mais je pense que voilà, on est tous enchâssés dans un système qui nous laisse finalement assez peu de choix. L'inertie sociale est très forte, les verrouillages économiques sont encore plus paralysants, on va dire, et puis c'est vertigineux, ça fait très peur, évidemment, c'est très anxiogène, en tout cas pour beaucoup, et il y a une forme de paralysie qui peut en sortir, et puis la fameuse décolonisation des imaginaires prend beaucoup de temps.
Il faut des générations avant qu'on réalise ce qu'on sait et que l'intègre véritablement. Et tout ce matraquage publicitaire, toutes ces injonctions auxquelles on est soumis à consommer, à adhérer à du bonheur matériel, nous a formaté depuis tant de temps qu'en sortir, c'est compliqué, ça prendra du temps et il faudra beaucoup de pédagogie et on va dire d'électrochoc pour arriver à ce qu'une majorité ait vraiment une forme de lucidité sur ce qui est en train d'arriver. Alors pédagogie et électrochoc, je vais reprendre ces deux termes. Pédagogie, demain, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, moi je suis prof, donc on a reçu un message il y a 2 jours nous disant de faire débattre les élèves entre 16h et 17h demain, sans doute un contre-feu pour éviter les manifestations. C'est vrai que le développement durable est inscrit dans les programmes scolaires, mais je l'ai vécu aussi très mal. Enfin très mal, pas par tout le monde, mais pas forcément très bien foutu. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je disais, pédagogie, électrochoc. Est-ce que vous êtes, vous adhérez à cette thèse de la collapsologie, du grand effondrement? Alors, oui, absolument. Alors, collapsologie, c'est... peut-être rappeler ce que ça signifie. Écoutez, c'est tout simplement analyser les faits tels qu'ils sont, voir qu'effectivement on a dépassé un certain nombre de seuils, un certain nombre de plafonds peut-être pour certaines données qui rendent assez illusoire le retour en arrière. Et que globalement, un certain nombre de ressources vitales vont amener à disparaître, à nous manquer. J'aime toujours citer 2 choses qui me semblent hallucinantes. Par exemple, savoir que 70% des oiseaux de cette planète sont des volailles d'élevage et que 60% des mammifères sont du bétail. Voilà, ça dit aussi les ravages qu'on a pu faire. Nous ne pesant que 0,01% de la biomasse terrestre, on a éradiqué 83% des mammifères. Voilà. Ça donne quand même le ton, et face à ces chiffres assez vertigineux, la probabilité que les limites de la planète soient dépassées, voire atteintes, voire dépassées, et qu'on soit face à des impossibilités de continuer cette fuite en avant, elle est relativement certaine. Donc on ne va pas pouvoir continuer à consommer autant d'énergie, on ne va pas pouvoir continuer à être 8, 10, 12, 15 milliards de personnes sur cette planète. Les sols ne vont pas pouvoir être suffisamment fertiles avec tout ce qu'on a mis comme pesticides et engrais dedans pour continuer à nous nourrir autant. Et donc on va devoir changer fatalement. Et ce changement fatal qu'on va subir plutôt que de l'avoir anticipé, certains l'appellent effondrement, et j'adhère plutôt à ces théories. D'accord. C'est un peu anxiogène, mais peut-être réaliste, je ne sais pas. Donc ne plus se mentir. Petit exercice de lucidité partant d'effondrement écologique. Alors quelle piste vous évoquez dans ce livre? Je répète pour la 3e fois que je n'ai pas lu. La décroissance, je suppose, la décroissance. D'accord. La décroissance est une des pistes que vous semblez mettre en avant? Il n'y a pas de solution. D'accord. Il n'y a que des fausses solutions. Okay. Voilà. Et en tout cas, c'est un terme solution que je n'emploie pas, parce que je pense qu'il induit aussi en erreur, il est trompeur. Je pense vraiment qu'il y a des réponses, il y a des aménagements, il y a des façons de s'adapter, il y a des réactions qu'on peut avoir, et l'une d'entre elles est effectivement d'entrer en décroissance, en tout cas à titre personnel. Je ne suis pas pour les solutions forcément individuelles, ou en tout cas pour les réponses individuelles. Je suis plutôt sur la repolitisation, sur le collectif, sur la lutte, si j'ose dire, y compris combative, avec une dose de violence, puisque en face de nous, il y a un système qui est ultra violent, qui impose son mode de faire. Donc il faut aussi réagir de façon proportionnée. Mais le fait d'être effectivement... s'affranchir un peu de ce système consumériste, donc rentrer dans une forme de sobriété, de simplicité, c'est une façon de résister. Elle est déjà une façon d'être moins dans la dissonance cognitive et de s'aligner sur un certain nombre de convictions pour ceux qui pensent effectivement qu'on est allé trop loin dans ce bonheur matériel qu'on nous vend. Et puis après, il faut, je crois, prendre la mesure des risques et des dangers qui sont une épée de Damoclès très lourde au-dessus de nos têtes, et avoir des réponses qui sont proportionnées à ces dangers. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a tout essayé d'un point de vue démocratique, législatif, constructif, alternatif, de façon polie, de façon négociée. Bon, ça ne marche pas. Donc il faut peut-être rentrer dans une forme de radicalité un peu plus forte. Alors radicalité certes, mais alors juste, moi j'aurais un truc, c'est les ZAD. Enfin je veux dire, est-ce que la façon dont on invente le commun Notre-Dame-des-Landes, c'est quelque chose qui pourrait être une réponse? Totalement, et d'ailleurs je suis très investi dans une initiative qui s'appelle la Suite du Monde,
qui organise la résilience de certains territoires ruraux en facilitant l'acquisition de terres rurales pour y installer des néo-ruraux, si vous préférez, qui vont viser une forme d'autonomie alimentaire, énergétique, et en tout cas une vie conviviale sur ces terres où les élus nous accueillent à bras ouverts. Alors la première commune imaginée, puisque c'est son nom, est au Bandia en Dordogne, et on a également des communes imaginées qui sont en train de naître sur le format du municipalisme libertaire cher à Meur et Bookchin, en Dordogne, je l'ai déjà dit, mais en Ardèche, en Bretagne et un peu partout. Et on accélère ce mouvement en faisant l'acquisition par des outils très capitalistes de terres, mais on libère ces terres ensuite sans en attendre une rentabilité particulière pour des acteurs qui vont les exploiter sans moyens particuliers. On s'est approprié la nature par la notion même de propriété. On est obligé de se réapproprier différemment la nature parce qu'on ne peut pas échapper à cette propriété. Donc si on y échappe, on est tout de suite dans l'illégalité, dans une forme de ZAD dont on voit que la répression est féroce et on ne veut pas être dans ce rapport de force-là pour ce type d'initiative. On veut montrer que des alternatives sont joyeuses, possibles, fertiles, conviviales, fraternelles, et tout ça est en cours, et on va montrer que voilà, il y a d'autres voies possibles une fois de plus, et en tout cas, à défaut de convaincre le plus grand nombre, on préparera l'éventuel effondrement avec des ressources supplémentaires. Très bien, on peut avoir des informations supplémentaires sur internet, j'imagine, pour cette suitedumonde.com. Je vous engage vraiment à la regarder, c'est passionnant. 2 verres de bière, c'est vraiment sympa pour terminer. Pour la dernière question, j'ai lu que vous étiez engagé dans une autre association. Je suis désolé, j'en ai entendu parler, mais je ne la connais pas très bien. Wildlife Angel, qui lutte contre, qui protège plutôt la faune sauvage en Afrique, puisque vous allez partir à La Réunion. Alors je suis déjà à La Réunion. Ah, vous êtes déjà à La Réunion. Pas forcément lié à Wildlife Angel, mais en fait, pour résumer les choses, je suis parti de Darwin parce que ma passion, mon engagement aujourd'hui, je veux le manifester dans le champ de la protection de la faune sauvage, de la biodiversité, de ces merveilles qui sont encore en vie et qu'il faut impérativement sauvegarder. Donc je suis investi dans beaucoup d'initiatives qui ont trait justement à la protection de la faune sauvage, à La Réunion pour les baleines, en Afrique avec Wildlife Angel sur un certain nombre de zones où on forme des rangers pour les aider justement à préserver les derniers grands mammifères sauvages. Et puis je pars lundi dans les Kerguelen, aux terres australes. J'ai cette grande chance puisque j'accompagne les terres australes et antarctiques françaises dans une mission qui a trait à la réduction de l'empreinte des activités humaines dans ces zones magnifiques, aussi dans l'objectif d'en préserver la biodiversité. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions et actions. Et puis on va vous laisser commencer et finir votre verre. Et puis on va assurer la captation de la rencontre autour de votre livre Ne plus se mentir. Merci beaucoup. Vos questions pertinentes et votre intérêt pour mon travail. Ok, merci.